Allô, bienvenue à Distanciation sociale, l'émission spéciale des journalistes de RAD en ces temps de COVID-19, 5e épisode. Aujourd'hui à l'émission, quels médicaments peuvent nous aider dans la lutte contre la COVID-19? Le retour à la vie normale, c'est pour quand? Et le baril de pétrole canadien coûte désormais moins cher qu'un bol de latte. Ah! Excusez, je pensais que je m'étais complètement déconnecté, fait que j'ai rejoint. Autour de la table aujourd'hui, on a Julien Lamoureux. Toujours un plaisir, Oli. Marianne des Hôtels Marissal, journaliste à Carbone. Salut! Et François Joly, journaliste à Calgary. Bonjour, bonjour. Alors, chers amis, j'espère que votre confinement se passe bien. Sachez qu'en Chine, on rapporte une hausse significative des divorces depuis que le confinement est terminé. Je dis ça, je dis rien, on souhaite ça à personne. Mais dans les nouvelles plus importantes et celles qui nous concernent un peu plus, au Québec et au Canada, Julien, t'es là pour le bilan du jour. Oui, d'abord, du côté des chiffres, à 15h41, les données les plus à jour qu'on a. Au Canada, on parle de 8497 cas confirmés. C'est 1023 de plus qu'hier. On a atteint le plateau des 100 décès avec 8 nouveaux décès dans les dernières 24 heures. C'est en Ontario qu'il y a le plus de décès, d'ailleurs, avec 38. Mais c'est au Québec qu'il y a encore le plus de cas confirmés, 4162, et la plus grosse augmentation quotidienne jusqu'à maintenant, soit 732 dans les dernières 24 heures. On a au total 31 morts, c'est 6 de plus qu'hier dans la province. François Legault a indiqué, par contre, qu'il y avait seulement 4 personnes de plus aux soins intensifs. Ça porte le total à 82 et selon lui, c'est... La bonne nouvelle du jour, là. Là où le premier ministre s'est montré un petit peu moins rassurant, Julien, c'est du côté des équipements médicaux. Oui, selon lui, il y a une pénurie de certains équipements, entre autres les masques et les gants, qui pourraient se produire dans les 3 à 7 prochains jours. Okay. Il dit qu'il y a des commandes qui vont rentrer bientôt, mais il reste un peu évasif sur quand est-ce que ça va arriver. Et la ministre de la Santé, Danielle Mécan, elle a dit qu'elle demandait maintenant au personnel de la santé de nettoyer, de désinfecter les fameux masques N95. Le message à tout ça, c'est gaspillez pas parce qu'on n'a plus beaucoup de stock. Ouais, et cette question-là là, de l'équipement, des gants, des respirateurs, des masques, ça a été aussi au cœur du point de presse du premier ministre canadien Justin Trudeau un petit peu plus tôt aujourd'hui. Oui, de son côté, Justin Trudeau s'est dit très content d'un investissement de 2 milliards de dollars de son gouvernement pour acheter du matériel médical à des entreprises canadiennes, donc du matériel qui sera produit ici. Par contre, ça devrait prendre quelques semaines avant d'être livré. Et on met maintenant l'accent sur la production canadienne parce que la pénurie de matériel est mondiale et les acheter à l'étranger, c'est des achats qui sont de plus en plus durs à faire. Oui, on a notamment vu qu'il y a un conteneur de matériel médical destiné au Québec qui est gardé en Inde, dans le port en Inde, parce que réquisitionné pour des besoins locaux. En terminant, Julien, c'est demain le 1er avril au Québec. Eh bien, c'est le 1er avril partout hein, sur la planète Terre, je vous dirais. Mais au Québec, il y a des mouvements qui demandent à ce que soit repoussé le paiement des loyers. Est-ce qu'on s'est prononcé là-dessus? Est-ce que François Legault s'est prononcé là-dessus aujourd'hui? François Legault, à la fin de la conférence de presse, a répondu à une question d'un journaliste là-dessus. Lui a invité les propriétaires à être flexibles, mais il n'a pas dit qu'il allait légiférer ou faire un décret au sujet d'une permission pour payer les loyers plus tard. Il a rappelé aussi que les aides financières qui ont été promises dans les dernières semaines vont arriver bientôt et seront rétroactives au 15 mars. Donc, ça devrait aider ceux qui ont de la difficulté à rejoindre les deux bouts en ce moment, à au moins payer leur loyer. Mais il n'y aura pas de suspension généralisée des loyers. Merci, Julien. Plaisir. Le coronavirus est présent sur les 5 continents, dans presque tous les pays. Il a fait jusqu'à maintenant un total de plus de 40 000 morts. Et la question, c'est comment est-ce qu'on va finir par l'arrêter? Comme c'est un nouveau virus, on n'a pas encore de vaccin et on n'en aura pas avant plusieurs mois. Mais il y a peut-être des médicaments qui pourraient ralentir la progression, la propagation du virus, ou à tout le moins limiter les conséquences plus graves que ce virus-là, que cette maladie-là peut avoir sur ceux qui en souffrent. Et c'est là que Marianne des Hôtels Marissal entre en jeu, notre collègue de Carbone, journaliste scientifique. Marianne, tu t'es intéressée à certains de ces médicaments-là. Des médicaments qui ont des noms un peu compliqués. Là. Je me suis beaucoup pratiquée. Colchicine, chloroquine, quercétine. C'est souvent des anti-inflammatoires, des médicaments à base de plantes, comme ça arrive souvent. C'est des médicaments qui existent déjà sur le marché pour traiter toutes sortes de maladies. Puis, on utilise des médicaments existants parce que ça court-circuite une partie du processus. Hein. C'est vraiment plus rapide d'étudier des médicaments dont on connaît déjà les effets secondaires.
Puis, j'ai dit colchicine, peut-être que ça vous dit quelque chose parce que la semaine dernière, il y a un grand essai clinique qui a été lancé par le docteur Jean-Claude Tardif, qui est directeur du Centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal. Puis lui, il veut tester la colchicine, qui est un anti-inflammatoire utilisé pour traiter la goutte habituellement, la maladie qui fait très mal, là, qui apparaît sur le gros orteil. Puis il me disait que ce sont les enfants qui l'ont mis sur la piste parce qu'on sait, vous vous en souvenez peut-être, là, on a entendu parler, les enfants peuvent attraper le nouveau coronavirus, mais ils ne développent pas des complications comme les adultes en développent. On a vu en Asie, en Italie, les cas les plus graves, là, les personnes qui sont hospitalisées, dont la vie est menacée. C'est pas tant la charge virale qui menace leur vie, mais c'est leur système immunitaire qui réagit trop fort dans ce qu'on appelle une tempête cytokinique ou une tempête inflammatoire. Le docteur Jean-Claude Tardif, lui, on sait en fait que les enfants peuvent mettre un frein à cette réponse inflammatoire-là plus rapidement. Il s'est dit, on peut tester la colchicine pour essayer de réduire les complications puis éventuellement sauver des vies grâce à cette molécule-là. OK. Et ça, donc, c'est une recherche qui se fait au Québec, mais il y a d'autres recherches qui se font au Québec, notamment pour le développement d'un antiviral. Oui, j'ai parlé à Nathalie Granvaux aussi, qui est une chercheuse en virologie au Centre de recherche du CHUM. Elle développe depuis un bon moment déjà, c'est de la recherche sur le long terme, un antiviral universel, okay. Un peu à la manière d'un antibiotique. Les antibiotiques, c'est comme une bombe atomique, là, c'est pas vraiment spécifique à une seule espèce de bactérie. Mais là, on aimerait avoir sous la main un antiviral qui s'attaque à un grand nombre de virus. Il y a 2 techniques pour y arriver. On peut soit cibler des composantes des virus pour les inactiver, pour les empêcher de se reproduire ou de se fixer sur nos cellules. Mais comme les virus sont super différents les uns des autres, ça devient difficile d'établir comme un médicament pour traiter plusieurs virus à la fois. Alors, on peut étudier nos propres systèmes vitaux, nos processus biochimiques, parce que les virus les utilisent pour se reproduire. Là, on touche à quelque chose d'un peu plus universel. Et donc, c'est ce qu'elle essaie de faire, Nathalie Granvaux, court-circuiter les mécanismes empruntés par le virus pour l'empêcher de se reproduire, puis, dans le fond, annuler la tempête avant même qu'elle se déclare. Là. Disons là, qu'on se tourne vers toi pour avoir un petit peu une lueur d'espoir. Le scénario le plus optimiste, ce serait quoi? Là? Quand est-ce qu'on va pouvoir avoir un premier médicament pour traiter la COVID-19? Question difficile, mais je pense que le scénario le plus optimiste pour quelqu'un qui fait un essai clinique, étrangement, c'est de voir son essai clinique interrompu par le comité d'éthique. C'est-à-dire que dans certains cas, quand une molécule est super efficace, on voit en cours d'essai qu'il y a des résultats, puis ils sont statistiquement significatifs. Et donc, le comité d'éthique, dans ce temps-là, décide que c'est pas éthique de priver le groupe témoin qui reçoit le placebo de ce médicament-là. Donc, dans le meilleur des cas, Dr Tardif me parlait de quelques semaines à quelques mois. Là, je parle de la colchicine. Il y a plein d'essais cliniques dans le monde qui ont commencé récemment. La science avance très vite, mais il va falloir quand même être patient parce qu'il faut tout de même faire les essais cliniques étape par étape pour éviter l'engouement. On l'a vu avec la chloroquine ou l'hydroxychloroquine. C'est le professeur Didier Raoult en France qui a mis ça de l'avant. On ne dit pas que c'est pas bon. On sait que les résultats sont contradictoires. Il faut faire plus d'essais cliniques. Il y a des failles méthodologiques dans certaines des études qui sont sorties. Puis les faux espoirs, ils peuvent retomber assez rapidement. Ils peuvent aussi donner un faux sentiment de sécurité. Donc, il faut laisser le temps à la science de faire son œuvre, mais tous les chercheurs et les chercheuses à qui j'ai parlé m'ont dit que ça avance extrêmement rapidement et que la collaboration à l'international est incroyable. Bon, super. Merci Marianne pour ta collaboration, c'est très apprécié. Il y a un truc que j'ai oublié, vous en avez peut-être entendu parler durant le point de presse de François Legault. Son remerciement du jour, c'était les chercheuses et les chercheurs qui font tout ce travail pour arriver à trouver des solutions, des tests diagnostiques et tout. Et il a d'ailleurs parlé de l'étude du docteur Tardif qui a besoin de 6000 patients, en fait des gens qui ont reçu un diagnostic positif de la COVID-19. Ils peuvent s'enrôler dans l'étude et ça va faire avancer la recherche encore plus rapidement. Donc, il est à la recherche de personnes qui sont atteintes de la COVID-19. Merci, Marianne. On reçoit souvent dans les questions que vous nous envoyez les questions suivantes. Quand est-ce qu'on retourne à nos vies normales? Qu'est-ce qu'on attend pour retourner à nos vies normales? C'est quoi l'élément ou l'indicateur qui va nous permettre de dire « OK, on peut retourner à nos vies normales ». Les journalistes politiques du Québec, hier, ont eu droit à une séance de brefage en compagnie des responsables de la santé publique et voici ce qui en est ressorti.
le gouvernement s'attend à ce que les mesures de confinement freinent l'augmentation des cas de COVID-19 dans les 40 jours après leur mise en œuvre. Donc, si on prend pour acquis que les mesures de confinement ont été instaurées progressivement à compter de la mi-mars, on peut s'attendre à un ralentissement de la progression des cas au début du mois de mai. Mais même quand l'augmentation du nombre de cas va être freinée, il ne faut pas s'attendre à un retour à la vie normale tout de suite. Pas de retour à la vie normale en mai, donc. Parce que selon la santé publique, il va falloir maintenir un certain nombre de mesures de contrôle tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas trouvé de vaccin. Et aux dernières nouvelles, et ça tu pourras me corriger Marianne si je me trompe, mais aux dernières nouvelles, on estime que ça va prendre de 12 à 18 mois à trouver un vaccin. C'est ça? Oui, on parle de quelques mois dans le plus court des scénarios, mais ça se peut que ça dépasse un an, en effet. Là. OK. Et c'est ce qui nous amène à un texte publié la semaine dernière dans la revue The Atlantic, un texte qui s'intitule How the Pandemic Will End ou Comment se terminera cette pandémie, un texte écrit par Ed Yong, journaliste scientifique. C'est un texte qui s'attarde particulièrement à la façon dont la pandémie est gérée aux États-Unis, ce qui en soi est très intéressant, mais l'aspect qu'on a trouvé le plus pertinent pour nous, c'est quand il s'attarde au scénario possible pour la fin de cette pandémie. Marianne, tu as lu le texte, Julien aussi. Julien, Ed Yong trace 3 scénarios possibles après avoir parlé à de nombreux experts, dont le fameux Dr. Anthony Fauci, conseiller spécial de Trump en ces temps de pandémie. Donc, c'est quoi les 3 scénarios de sortie potentielle de cette pandémie? Oui, Ed Yong les expose assez clairement. Puis c'est intéressant, son texte, si vous voulez le lire, est vraiment bâti autour de ces énumérations-là. 3 facteurs, 3 solutions. C'est très bien construit, c'est facile à comprendre. C'est un bon condensé de tout ce qu'on sait sur le sujet. Mais donc, les 3 sorties possibles, il y a que toutes les nations réussissent à maîtriser le virus en même temps grâce aux mesures qui sont mises en place un peu partout actuellement. C'est ce qui est arrivé en 2003 avec le SRAS. Mais cette fois-ci, on parle d'une maladie qui est tellement globale que ce serait un très, très gros coup de chance, en fait, que tous les pays arrivent à aplatir la courbe et à se retrouver dans le bas de la courbe en même temps. Le scénario numéro 2, celui de l'immunité collective, en fait, de l'idée que le virus frappe de plein fouet et rapidement, il arrive un moment où le virus ne peut pas se répandre parce que soit tout le monde l'a déjà eu, est immunisé, ou tout le monde ou d'autres, ou assez de gens, dans le fond, sont décédés. Donc, on parle d'un scénario où il y aurait beaucoup de décès. Le genre de scénario catastrophe, là. Exactement, et c'est l'opposé d'aplatir la courbe de ce dont on parle depuis des semaines. Donc, le scénario le plus plausible et le plus, disons, réaliste, c'est comparé par le journaliste au fameux jeu d'arcade où on doit taper une taupe mécanique qui sort de différents trous. L'idée, c'est de faire un peu ça, mais avec le virus. Donc, c'est de faire du contrôle, des mesures de confinement, de la distanciation assez longtemps pour que la courbe redescende. On commence à rouvrir les écoles, à repermettre certains rassemblements, des choses comme ça. Sauf que l'immunité n'est pas encore assez répandue pour que le virus soit totalement disparu. Donc, tant qu'il n'y aura pas de vaccin, mais à un moment donné, il va y avoir un retour. La courbe va commencer à remonter et à ce moment-là, il faut réagir et remettre quelques mesures. Donc, l'idée, c'est plusieurs vagues de mesures de confinement, de distanciation, plus ciblées et moins longues à mesure qu'on avance dans le temps. Oui, parce que là, les États seraient prêts à réagir et pourraient réagir aussitôt, en fait, qu'on verrait des cas réapparaître. Et donc, les isoler plus rapidement et de façon plus ciblée. Exact. Puis aussi, l'immunité collective commence à se créer dans la société parce que tu as des gens qui sont remis et on se doute que ils peuvent pas être réinfectés du virus, au moins pour quelques années, c'est ce qu'on pense en ce moment. Donc, il y a une espèce d'immunité qui se crée. Les mesures sont plus rodées, les gens sont plus habitués. Puis on peut aussi, disons, être moins sévère, là, puis peut-être pas tout fermer, tout empêcher. Donc, c'est jusqu'à temps qu'on trouve finalement un vaccin dans les délais dont on a parlé, là, 12 à 18 mois, c'est ce qu'on prévoit pour l'instant, dans le fond. Bien, j'aime l'exercice de faire des projections, sauf qu'il y a tellement d'inconnus dans ces équations-là. Par exemple, on ne sait pas encore si on va être immunisé si on a déjà eu le virus, le SRAS-CoV-2. Il est fort probable qu'une fois qu'on l'a eu, on ne puisse pas retomber malade du même virus, mais c'est encore un inconnu là, à ce jour. Puis il y a aussi que le jeu de la marmotte, là, va falloir être vraiment efficace pour tuer les marmottes. C'est un article très intéressant dont on va placer les références en fait en commentaire sous la vidéo. Un article du magazine The Atlantic qui s'intitule How the Pandemic Will End.
Alors, certains d'entre vous nous ont demandé de parler d'autre chose que de la COVID-19. On vous a écouté. Disons que ça brasse dans le monde du pétrole. Et pour faire le point, j'en ai discuté un petit peu plus tôt aujourd'hui avec François Joly, journaliste pour Radio-Canada en Alberta. François Joly à Calgary, le centre économique du pétrole albertain. François, d'abord, on a appris ce matin que la construction de l'oléoduc Keystone XL entre l'Alberta et les États-Unis va aller de l'avant. Oui, va aller de l'avant, Olivier, parce que la province investit de l'argent, pas mal d'argent, 1,5 milliard de dollars, d'abord pour devenir actionnaire dans le projet. Et en plus de ça, on investit dans des garanties de prêt. Ça fait comme un investissement total de la province de 7 milliards de dollars. On prévoit maintenant l'entrée en fonction du pipeline en 2023. L'entreprise dit qu'elle a maintenant tous les droits là, pour les terrains pour construire ce projet-là qui va transporter 830 000 barils de pétrole par jour de l'Alberta jusqu'aux États-Unis. Et le but, c'est toujours exporter plus de pétrole et faire baisser le prix du transport du pétrole vers nos voisins du Sud. Baisser les prix du transport du pétrole, ça serait particulièrement pertinent dans la situation actuelle parce que l'industrie traverse une crise presque sans précédent. Là. Les prix sont à des niveaux qu'on n'a pas vus depuis vraiment longtemps. Les prix du pétrole partout dans le monde sont en chute. Et au Canada, on est passé de 39 $ en début d'année à 3,82 $ seulement le baril. Si les Starbucks étaient encore ouverts ici à Calgary, j'aurais pu aller m'acheter un café pour le prix d'un baril de pétrole canadien. Et deux liquides bruns qui sont chauds en général. Oui, chaud en Alberta parce qu'il faut mettre de la vapeur pour le sortir du sol. Ça, bref, mais tout ça pour vous dire, une autre donnée importante, Olivier, exporter le pétrole, le transporter, là, il y a un prix de 7 à 9 $. Alors, en ce moment, là, on le sort à perte, le pétrole canadien. Aïe, aïe. Et les causes de l'effondrement de ce prix-là, c'est quoi? Bien, on penserait que c'est le coronavirus, ça joue dans l'équation, mais c'est pas vraiment ça qui a démarré la crise. Le problème, c'est que depuis plusieurs années, on produit trop de pétrole dans le monde. Et là, il y avait au début du mois de mars des discussions entre la Russie et l'Arabie Saoudite pour tenter de s'entendre pour que chacun de ces deux pays-là, c'est les deuxièmes puis les troisièmes producteurs, pour s'entendre pour diminuer chacun leur production, pour faire remonter les prix. On n'a pas été capable de s'entendre entre ces deux pays-là. Et donc, les Saoudiens ont dit, d'accord, nous, on va inonder le marché avec du pétrole vraiment à bas prix pour forcer les autres pays à négocier une baisse de la production mondiale ou carrément les faire faillite à certaines entreprises, par exemple, peut-être en Amérique du Nord. Et bien, maintenant, là-dessus, on ajoute le coronavirus. Et là, c'est 20% de la demande mondiale qui a disparu, Olivier, parce que, vous le savez comment, les avions ne volent pas, les voitures ne circulent pas, les camions ne circulent pas. Alors, la demande en pétrole dans le monde, elle a vraiment diminué. Là. Donc, résultat, présentement, au Canada, on vend notre pétrole à perte. Est-ce que c'est possible de fermer les usines de sable bitumineux, juste d'arrêter de produire du pétrole le temps qu'on perd de l'argent par baril? Ben, en théorie, c'est possible, mais on veut vraiment éviter de faire ça parce qu'il y a des coûts importants à faire fluctuer la production en Alberta. Il y a des choses qu'on peut faire. Par contre, le plus facile, par exemple, c'est le pétrole conventionnel. Ça, c'est encore 1/3 de la production canadienne. Les fameuses pompes à pétrole là, que vous voyez en forme de marteau qui montent, qui descendent, ça, on peut les éteindre puis les allumer assez facilement. Ensuite, il y a les grandes mines à ciel ouvert où on creuse la terre carrément pour en extraire le pétrole. Ça, on peut les diminuer. C'est pas facile, mais on a commencé à le faire. Il y a l'entreprise Suncor, qui a réduit la production de sa mine la plus récente, là, qui s'appelle Fort Hills. On a diminué là-bas la production d'à peu près 1/4. Ce qu'on veut vraiment pas faire, Olivier, c'est stopper les opérations de ce qu'on appelle le pétrole in situ. Ça, c'est quand on pompe de la vapeur dans le sous-sol pour liquéfier le sable bitumineux puis en faire ressortir du pétrole. Ça, si on arrête de faire ça, on refroidit le gisement et ça peut le déstabiliser, ce qui fait que par la suite, on pourrait ne pas être capable de retourner là-bas puis d'en extraire à nouveau du pétrole. Alors, on veut vraiment éviter ça. Donc, en ce moment, les analystes évaluent là, à peu près 10-12% peut-être de la production canadienne qui pourrait être arrêtée là, en raison de la baisse des prix. Là. Puis ça va certainement couper des milliards de dollars en investissement et ça va avoir des impacts sur les déficits des gouvernements. L'Alberta, le gouvernement fédéral vont probablement perdre beaucoup d'argent, des milliards de dollars en déficit supplémentaire avec tout ça. Il y en a qui disent que c'est la preuve que le pétrole canadien serait le premier à écoper advenant une diminution de la demande de pétrole mondiale qui pourrait survenir là, si les États s'engagent résolument dans la lutte contre les changements climatiques. Est-ce qu'on voit cette crise-là en Alberta comme une occasion de délaisser les industries fossiles, les énergies fossiles? La réponse courte, c'est non. Là. On vient d'annoncer 7 milliards de dollars pour
aider à construire un pipeline en Alberta. Alors, du côté du gouvernement et honnêtement d'une majorité d'Albertains, je pense qu'on pense encore que cette industrie-là a un avenir pendant plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Ce que ça pourrait faire, par contre, en Alberta, je dirais la majorité des gens ne sont pas opposés au pétrole à cause de son impact environnemental. Il y en a, évidemment, là, c'est pas monolithique, mais il y a beaucoup de gens qui sont un peu tannés de la montagne russe, les revenus qui montent, ce qu'on appelle le boom and bust ici. Là, il y a une fatigue par rapport à ça, puis j'ai l'impression que la situation actuelle pourrait contribuer à ça. Par contre, c'est sûr qu'il y a beaucoup de groupes environnementaux, on les a vus la semaine dernière, qui sont opposés à ce qu'on vienne offrir une aide d'urgence à cette industrie-là du côté des gouvernements, qui voudraient plutôt qu'on aide les travailleurs à se réorienter vers d'autres industries ou qu'on force les entreprises à faire des projets de transition énergétique. Il faut dire, Olivier, en terminant, je vous mentionne juste ça, la baisse des prix du pétrole, ça a aussi forcé certaines compagnies à abandonner des projets qui auraient réduit leur empreinte carbone. Alors, c'est un peu compliqué comme portrait en ce moment-là. Oui, et tu parlais d'aide financière des gouvernements. Il y a l'aide d'Ottawa qui est attendue depuis plusieurs jours pour l'industrie pétrolière canadienne. François Joly, merci beaucoup de ta collaboration à Distanciation sociale. Au plaisir. Oui, à 3000 km de distanciation. Merci, Olivier. Salut. Et voilà, c'est ce qui complète l'épisode 5 de Distanciation sociale. Merci à toute l'équipe. Merci à vous à la maison d'avoir été présents. Et aujourd'hui, je vous encourage, comme le premier ministre François Legault, à téléphoner à quelqu'un qui est seul. Appelez votre grand-mère, elle va être contente. Tout simple que ça, là. Si tout le monde appelle une personne seule aujourd'hui, je pense que ça va faire du bien à beaucoup de Québécois. D'ailleurs, mon numéro défile au bas de l'écran. Non, blague à part, vous pouvez aussi, à l'endroit de cette personne seule, lui envoyer cet épisode de Distanciation sociale. Ça fait un peu le même effet qu'un appel, hein. C'est rempli de lumière, ça fait passer le temps. Et à la fin, on se dit « Ah, maudit, j'aurais donc dû dire ça de même. » C'est tout. À bientôt. Mais merci vraiment, c'était super intéressant. Puis ça sort quand votre truc? Ben aujourd'hui, je pense. Je pense que ça sort dans les prochaines heures, là. Bon, ben on le mettra en référence en commentaire sous la vidéo. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi, Brian. Ciao. Salut. À la prochaine.